et l'année dernière, on a triplé notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on dépasse les 6 millions d'euros. Il faut savoir quand même que les freelances, dans le milieu du conseil, représentent 89 du pool global. Et nous, on a décidé de supprimer absolument tout. On travaille en télétravail, on n'a pas de bâtiment, on n'a pas de département support, on travaille différemment. Et ça aussi. Et cette marge demande un cabinet de conseil, nous, on la réduit et on l'offre aux clients. C'est-à-dire que ça nous permet de baisser nos tarifs. Nous ne négocions jamais les tarifs de nos freelances. Cette nouvelle génération qui arrive, le modèle cabinet de conseil ne va pas du tout leur plaire. Il ne leur plaît pas. Ils cherchent de la liberté, ils cherchent plein de choses, surtout pas ce que va proposer un cabinet de conseil. Aujourd'hui, on est déjà en capacité d'accompagner un salarié vers le freelancing à 100%, hein. Bienvenue dans Assurance en coulisses, le podcast qui donne la parole aux acteurs du secteur de l'assurance. Moi, c'est Antoine Gandois, spécialisé dans le reporting Solvabilité 2 et comptable. Dans ce podcast, nous mettrons en lumière les professionnels du secteur de l'assurance en mettant en avant leur métier, parcours, synonymes de réussite ou d'échec. Nous aborderons également les faits d'actualité et les enjeux dans un secteur qui ne cesse d'évoluer au quotidien. Bonne écoute à tous. Bonjour Florent, je suis très heureux de t'accueillir pour ce nouveau numéro d'Assurance en coulisses. Bonjour Antoine, merci beaucoup de m'accueillir, c'est très sympa. Merci à toi. Et puis pour commencer, est-ce que tu pourrais te décrire dans la façon dont tu le souhaites? Moi, je suis fondateur de Merci Noé, on en parlera peut-être tout à l'heure, et de Babylon Consulting, un cabinet de conseil spécialisé banque assurance. Par le passé, j'ai surtout un passé assurantiel, hein. J'étais directeur développement de la MAPA Assurance et de la LMDE, la mutuelle des étudiants. Donc voilà, j'ai une quinzaine, vingtaine d'années d'expérience dans ce secteur-là. J'ai toujours fait, je ne sais faire que ça, que de l'assurance et de la banque. Voilà. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet avec Babylon Consulting, j'ai une petite question mystère, un peu signature, mais si ton métier devait être un sport, quel serait-il? Si mon métier devait être un sport, quel serait-il? Moi, je suis ancien volleyeur de haut niveau, donc c'est un peu facile. Je resterai quand même là-dessus. C'est mon sport de jeunesse et j'y retrouve un peu tout, hein. Parmi les défaites, les victoires, etc., etc., je retrouve un peu ça dans mon T'as pas métier. voulu continuer en tant que sportif professionnel? Ah, il y a un moment, on doit se poser la question effectivement, est-ce qu'on, bascule professionnel? J'en étais moi plutôt à ce moment-là, j'étais pas encore professionnel. Ou est-ce qu'on, va plutôt vers le milieu, professionnel? Pas je veux dire, dans une activité professionnelle autre que le sport et non, mon choix s'est dirigé, je suis trop petit encore. Je me suis dit que je serais jamais le meilleur et donc je suis parti, je me suis dit: «Je vais être le meilleur mais ailleurs», dans quelque chose que moi j'aurais décidé. Et donc du coup, tu as voulu être le meilleur dans le freelance, si je comprends bien. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur l'activité de Babylon Consulting? Oui, l'activité de Babylone, en fait, on est, toute une communauté, hein, de freelance. Aujourd'hui, on a une communauté de plus de 5 000 freelances, donc on est assez content. Cette communauté-là est spécialisée en banque et en assurance et notre rôle, c'est vraiment d'accompagner, ce secteur-là, hein, la plupart du temps les directions et par contre, on fait toutes les directions banque assurance, sur des projets, quels qu'ils soient. On couvre tous les métiers de la banque assurance. On essaye au mieux de mener à bien, l'ensemble des projets. Ça peut être de la finance, de la compta, de l'audit, mais on fait aussi beaucoup de projets, du directeur de programme, jusqu'à la recette, de l'actuariat, on a beaucoup d'actuaires. Voilà un peu notre modèle et ce qu'on fait, chez Babylon Consulting. Comme tu le disais auparavant, tu as quand même un parcours dans plusieurs structures assurantielles, sur des postes clés, hein, directeur développement de business, et cetera. Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter en fait ton cabinet de conseil dédié en fait spécifique aux freelance dans le secteur de l'assurance et la banque également? Ouais, comme tu le dis, moi j'ai travaillé en tant que client, de conseil, hein. J'ai eu beaucoup de consultants au cours de ma carrière et aussi, côté, conseil. J'étais directeur développement, d'un cabinet de conseil, toujours spécialisé assurance où là, je faisais du conseil. J'avais, à peu près 130 consultants et des business managers et donc j'ai vu ces 2 facettes, les 2 côtés et des 2 côtés, les choses ne me convenaient pas forcément. Quand j'étais client, voir une série de PowerPoint avec parfois le logo du concurrent en bas parce que le PowerPoint avait été réutilisé.
voilà, des schémas comme ça, récurrents, des méthodes, toutes faites, sans avoir d'outils pragmatiques, ça me dérangeait énormément. Ensuite, côté conseil, là aussi, hein, j'ai eu un certain nombre de problèmes, pas de problèmes, mais j'ai vu des choses qui, moi, ne me convenaient pas. J'ai essayé d'ailleurs de changer cette pratique-là, hein, de ne plus amener des PowerPoint tout faits, des choses, mais d'être vraiment dans quelque chose de pragmatique où on aide le client, on résout ses problèmes, on lui apporte des outils spécifiques à lui. Voilà, j'ai essayé de mettre tout ça. Après, le modèle, en tant que tel, d'un cabinet de conseil traditionnel, t'empêche de faire certaines choses. Tu as, par exemple, des intercontrats. Ce sont des consultants qui sont entre 2 missions, c'est-à-dire qui on dit qu'ils ne sont pas, staffés, Mmh. dans le milieu. Et donc, ils sont au bureau et on les met sur un certain nombre de projets. Et le modèle même du cabinet de conseil, c'est que ce consultant-là soit en mission et qu'il soit facturé. Pour le coup, tu vas tout faire pour essayer de placer ce consultant-là chez un client. Et une mission qui se rapproche un tout petit peu du parcours du consultant, eh bien, tu vas essayer de positionner, de proposer ce consultant-là à ce client, alors même qu'il n'a pas toutes les clés en main pour pouvoir répondre aux besoins, que le client ne sera pas forcément heureux de ce conseil. Et côté consultant, c'est pareil, on le met dans des difficultés, dans une grande difficulté, parce que lui aussi, il ne sait pas son expertise, il n'a pas toutes les clés pour y arriver. Donc voilà, ça me dérangeait profondément. C'est ce que j'ai voulu changer en créant Babylon C'est Consulting. marrant ce que tu me dis là parce que ça me rappelle une mission quand j'étais chez Carac. On avait, un rapport à produire. Forcément, l'exigence d'une petite mutuelle est pas la même quand tu viens de chez AXA ou Allianz et le consultant, lui, était, alors je dirais pas «buté» entre guillemets, mais il partait d'une base d'un rapport AXA ou Allianz, donc quelque chose de 300 pages, hyper développé et c'était pas à la demande de mon directeur en fin de compte et au final, bah, on a payé un consultant pour que je refasse le travail derrière. Donc en fait, si tu veux, c'était, bon. Donc je comprends quand tu dis qu'en fait, souvent, le PowerPoint avec le nom de l'autre boîte précédente qui se présente, ça me rappelle vraiment cette expérience-là et c'est vrai que comme tu dis, en fait, le fait que des fois tu es en manque de staff, donc du coup, tu vas positionner quelqu'un qui a pas forcément l'expertise ou qui sera plutôt «junior» entre guillemets, c'est là où ça peut créer des biais et souvent, je vois dans l'avantage du freelancing, en tout cas ce qui est mis en avant, c'est qu'on va staffer une personne qui a la connaissance sur ce métier et sur ce domaine-là, en fait. Exactement, et qui a envie. Parce que tous nos freelances postulent à des annonces, c'est parce qu'ils ont envie. Le consultant, quand on l'envoie sur une mission, il n'a pas forcément envie et heu et c'est vraiment pas bien d'envoyer quelqu'un comme ça, parfois au casse-pipe, hein, parce que ça on peut en arriver là, voire même, s'il n'a pas forcément la motivation pour y aller, c'est pas une bonne chose et une bonne chose pour, personne. Nous, nos consultants sont tous motivés pour y aller. Et une dernière chose quand même qui me différencie des cabinets et qui a fait que j'ai souhaité créer Babylone, c'est les charges. Un cabinet de conseil va facturer un consultant très cher en prenant une marge très importante parce qu'il a des frais de structure énormes, il a des Mmh. bâtiments, il a le département RH, le département, ADV, administration des ventes, enfin voilà, il a tous ces départements, support, tous ces tribambelles de managers qui coûtent, de l'argent, hein, et qui produisent rien. Et chez nous, on a décidé de, supprimer absolument tout. On travaille en télétravail, on n'a pas de bâtiment, on n'a pas de département support, on travaille différemment et ça aussi. Et cette, marge, demande un cabinet de conseil, nous, on la réduit et on l'offre aux clients. C'est-à-dire que, ça nous permet de baisser nos tarifs. Nous ne négocions jamais les tarifs de nos, freelances. D'accord. Demande un TJM, on leur laisse et on ne négocie jamais pour qu'ils soient, aussi heureux. C'est une autre facette, hein, qu'il soit bien dans sa mission, cette plus économique, personnelle, eh bien, on va faire en sorte qu'il ait ce qu'il souhaite, qu'il soit bien lui et que ça se, répercute sur notre client. Et du coup, quelle est pour toi la vraie identité de Babylon Consulting comparée à d'autres, je dirais, cabinets qui sont un peu dans ce domaine-là? Moi, je veux pas préjuger de ce que font les autres, mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'on essaye vraiment au maximum d'être pragmatique. C'est basique, c'est simple, mais ça fonctionne et c'est ce que demandent nos clients. Ils ont un besoin, on l'analyse, on regarde vraiment ce qu'il en est, on essaye de le comprendre et on repart pas, comme je disais tout à l'heure, sur des choses déjà existantes. On va vraiment forger, créer, imaginer quelque chose qui réponde proprement à son besoin, spécifiquement à son besoin. Et c'est ça le maître mot chez nous, c'est le pragmatisme, hein. Pas de chichi, pas de blabla, du pragmatisme. Et récemment, j'ai vu que vous avez été sélectionné dans le Financial Times, là, les 1000, je dirais le prestigieux classement, si je peux dire, qui recense les entreprises avec une croissance la plus rapide en Europe. Pour toi, c'est, une victoire, je crois que vous avez combien d'années, d'existence? 4 ans? Voilà, c'est ça, 4 ans, ouais, on a 4 ans d'existence.
C'est vrai, on est assez fiers, hein, d'apparaître dans le Financial Times puisque, déjà on n'imaginait pas, hein. C'est quand j'ai lu ça, j'étais assez content. Donc, une victoire, oui, c'est une victoire, c'est une bataille de gagner, on va dire, et c'est une reconnaissance, effectivement. Et ça montre aussi notre légitimité auprès de nos clients, que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent fonctionne quand même et ça marche plutôt pas Et mal. ça se passe comment ça, en fait? Ils te contactent, en amont ou tu l'apprends comme ça en ouvrant le magazine ou en regardant, bah, en fait, je suis sélectionné? J'ai reçu quand même un email 2 semaines avant en disant que, j'avais été sélectionné pour apparaître, dans le classement FT1000. Donc je savais quand même avant, heureusement. Sinon j'aurais peut-être même pas su. Je lis pas trop, au quotidien le Financial Times. Je devrais, hein. Bah, c'est vrai qu'après ça rajoute une vraie, crédibilité, pour trouver des clients quoi, enfin d'être, Oui, clairement, clairement. Plus les années passent, plus on peut rajouter des briques comme ça pour montrer notre légitimité et notre crédibilité, comme tu le dis, auprès de nos clients. Donc voilà, c'est vraiment, très intéressant, tout ce qui se passe en ce et moment. en termes de croissance en 4 ans, tu des chiffres à partager, Ouais, bien sûr. En 4 ans, chaque année, on a au minimum doublé et l'année dernière, on a triplé notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on dépasse les 6 millions d'euros, donc voilà, c'est plutôt, intéressant. C'est une belle croissance, ouais, c'est très intéressant. C'est ce qui nous permet justement d'être dans ce classement. Les Échos aussi, on l'était, récemment. Du moment où tu as lancé en fait, Babylone, à cette époque-là, c'était déjà démocratisé le freelance ou c'était pas trop, mis en avant, c'était un peu un cercle fermé, je dirais? Ouais, ouais, non, non, j'ai eu assez peur, hein, tu as raison. Parce que le modèle en soi, je le trouvais génial parce que, il permettait de gommer tout ce que je n'aimais pas en tant que client et en tant que cabinet de conseil. Par contre, ma vraie crainte, c'était: est-ce que mes clients vont accepter de travailler avec des freelances? Parce que régulièrement quand même, j'avais, entendu qu'ils ne le souhaitent pas parce que, ils considèrent qu'ils ne sont pas sérieux ou enfin voilà, des espèces de légendes urbaines. Ma plus grosse crainte, c'était, celle-ci et je suis très content de ne pas du tout la retrouver, en fait. Plus les années passent, plus les clients ont envie de découvrir, ce qu'est le freelancing et comment travailler avec des freelances et cette crainte s'efface, de plus en plus. Si je reprends la dernière année, je ne crois pas avoir vécu, un entretien client, où la personne me dirait: «Non, je j'ai pas envie de travailler avec des freelances». Mmh. Ce qu'ils peuvent ne pas avoir envie, c'est de travailler en freelance avec en direct avec des freelances. Ça, c'est encore très répandu et ce qui est compréhensible. Sinon, ça les amène à travailler avec une multitude de fournisseurs, ce qui n'est pas, facile, hein, pour eux. Mais travailler avec des freelances au travers de Babylon Consulting ne pose plus aucun problème et ça lève toutes les barrières. OK, parce que et après en termes de profil, parce que tu parlais au début que c'était un large, hein, vous proposez vraiment des profils très larges. Moi, par mon expérience, c'est dans les bon, je dirais pas, je fais que 3 boîtes encore pour le moment, mais souvent tu avais plus de personnes qui étaient en freelance sur le côté IT que sur des postes type, bah, réglementaire comme je peux avoir, actuaire. Il y avait plutôt des cabinets de conseil qui étaient vraiment positionnés. Mais j'ai l'impression que des fois, pour trouver les bons profils niveau IT, ils passaient par des freelances parce que souvent, en fait, ces profils-là étaient, freelance ou indépendants. Toi, maintenant, tu vois quoi? Que ça a bougé depuis ou? Bah, heureusement parce que moi, je travaille pas du tout dans l'IT. OK. Je fais pas de développement, je fais pas, d'infrastructure, côté architecte, tout ça on ne le fait pas. On est nous, exclusivement sur le métier. Bien sûr, on fait du projet, on en fait beaucoup, et on fait des directions de programme, jusqu'à la recette, comme je disais tout à l'heure. Mais, on est sur et comme tu l'évoques, des métiers d'actuariat, de finance, des auditeurs, de la conformité et ça fonctionne très bien. Les clients sont de plus en plus intéressés pour trouver, la personne qui a la bonne expertise. Il faut savoir quand même que les freelances, dans le milieu du conseil, représentent 89 du pool, global. C'est-à-dire que si vous ne travaillez aujourd'hui qu'avec des cabinets de conseil, traditionnels, avec des salariés, vous ne travaillez que finalement avec 11 du marché. Sans compter que là-dedans, la plupart sont en mission. Donc vous ne travaillez qu'avec les «intercontrats» entre guillemets, hein et se couper, se priver de, 89 du marché mais ils n'en ont pas conscience les clients aujourd'hui, mais ça va venir, c'est quand même très dommage et nous, avec nos 5000 consultants, on a cette capacité à leur proposer, mais en temps record, 24 heures, la personne qui répond, mais parfaitement, aux besoins du client. 89 c'est énorme, hein. Souvent, on a après, je pense que c'est l'image des grosses structures type, allez, Mazars, EY, enfin Deloitte, les grosses structures un peu comme ça. Ou après, tu as quoi? Tu as, Milliman ou d'autres boîtes un peu, Voilà, je pensais exactement. pas que c'était autant, tu vois? Enfin, après, je pense qu'il y a un pouvoir d'image qui ancré, par le passé, Exactement, ouais. qui font penser qu'en fait, ces structures-là sont dominantes sur le marché et en fin de compte, tu te rends compte qu'ils ont, une petite marge, quoi, qui se fait un peu,
grattés chaque année par le freelancing en fin de compte. Bah, clairement, clairement. Bah, les freelances sont seuls, Mm. hein, par définition, donc ils n'ont, pas du tout le même poids qu'un gros groupe qui va faire de la communication au quotidien, qui va s'afficher partout et qui va mettre, en tête des clients le fait que ce sont eux qui, savent faire, qui, peuvent répondre à leurs besoins et qu'il n'y a qu'eux. Ouais, je te rejoins, totalement. Après, il y a pas aussi un blocage, parce que bon, pour réussir à rentrer, et dans une boîte et être un peu référencé, au niveau des achats et cetera, l'avantage peut-être aussi de Babylone, c'est d'avoir ce carnet d'adresses que vous offrez aussi au freelancing, qu'en étant indépendant, peut-être pas qu'ils auraient accès à potentiellement à toutes ces missions en fin de compte, non? C'est exactement ça. Nous, ce qu'on leur offre, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, il y a quand même encore beaucoup de boîtes qui ne travaillent pas en direct, comme je le disais tout à l'heure, avec des freelances. Par contre, ils acceptent de travailler avec nous et nous offrons aux freelances la possibilité de travailler avec ces sociétés. Très très clairement et donc on est référencé chez beaucoup d'acteurs maintenant, hein, en banque et assurance, diffuse nos offres sur la plateforme et ça donne accès, à l'ensemble de notre communauté de Babyloniens. Pour avoir une telle croissance rapidement, j'écoutais le podcast de Work in Progress de, Sophia Bush. Pour avoir une telle croissance aussi rapidement en 4 ans, tu as dû, déléguer en tant que CEO. Je pense que quand tu commences, tu es un peu, en cercle fermé et petit à petit tu grossis et forcément après, bah, tu dois déléguer des tâches que tu pouvais peut-être faire avant. Toi, c'est quoi ta, je dirais ta stratégie ou ta logique en tant que CEO pour, avoir une croissance, bah, très rapide, on va pas se mentir, en 4 ans? Ouais, non, c'est vrai qu'il y a une vraie question de fond. Je l'ai écouté aussi ce podcast. Hem, pour moi, on ne peut pas opposer confiance et Mmh. délégation. Au contraire, hein. Déléguer, c'est un acte de confiance. Tu fais pas confiance, tu délègues pas vraiment et donc tu sous-traites avec Mmh. anxiété. Chez Babylone, on essaye enfin, la croissance, elle est venue en partie parce que on a su s'entourer et laisser de l'espace, à différents collaborateurs, à différents prestataires aussi. Mais déléguer ne veut pas dire non plus abandonner. C'est cadrer, c'est aligner, c'est faire confiance. Donc je n'oppose pas les 2 termes. Je pense que déléguer sans confiance, c'est inefficace et la confiance sans délégation, c'est vraiment, un frein à la croissance. Par rapport aux plateformes que tu me enfin, à votre plateforme que tu me parlais, moi, je vois beaucoup, d'autres applications qui peuvent arriver là, telles que Malte, par exemple, où il y a pas mal de freelances qui se positionnent là-dessus. Vous, qu'est-ce qui vous démarque réellement de ce type de plateforme-là et la plateforme de Babylone? Ouais, on nous pose souvent la question, hein, parce qu'on entend, plateforme. En fait, ça n'est que l'outil finalement, hein, l'outil, digital parce que au final, on est bien plus proche d'un cabinet de conseil que, d'une plateforme telle que Might, Little Bit Connection ou d'autres qui peuvent arriver, freelancer.com. C'est vraiment des très belles structures, mais on ne travaille pas du tout de la même manière. Ces plateformes-là sont des plateformes d'intermédiation. Le client va poster un besoin et l'outil va vous sortir, des CV et ça s'arrête là. La plupart du temps, ces plateformes-là travaillent sur des très petits projets, quelques jours. J'ai besoin de refaire mon site, j'ai besoin d'écrire, du texte, j'ai besoin de développer un petit bout de code, et là, c'est hyper intéressant puisqu'il y a une foultitude de freelance et très rapidement on trouve, le bon. Sauf que derrière, vous avez intérêt à bien maîtriser les choses parce que, il y a aucun vivet, quoi. Par contre, nos clients, eux, cherchent des consultants, à forte valeur ajoutée sur une période bien plus longue, sur des projets très précis. Aller chercher un data scientist sur Malte, tu le trouveras pas, hein. Ça, c'est vrai, le mot n'existe même pas dans leur champ, hein. Non, chez nous, on essaye de comprendre déjà le projet, on échange avec le client. Parfois même, on arrive à faire changer le projet à nos clients au travers de la discussion qu'on peut avoir et de notre expertise. Ensuite, on va sourcer nous-mêmes le consultant et trouver celui qui correspond parfaitement à la demande du client. Et ensuite, on va continuer à suivre la mission. C'est-à-dire qu'on va rencontrer très régulièrement notre client, notre consultant. On va savoir si les uns comme les autres, chez les uns comme les autres, tout se passe bien et jusqu'à la fin de la mission. Donc il y a un vrai accompagnement, du sourcing, la compréhension même de la mission, jusqu'à la fin de cette mission-là. C'est la différence, elle est très importante, avec on n'est pas du tout, pareil que, ces plateformes que sont Malte et elles ont, leur raison Mmh. d'être, hein, mais et on n'est pas sur la même activité. Ces plateformes-là, bon, après, elles innovent dans leur contenu et dans la démocratisation, je pense, du freelancing et cetera. Mais pour toi, le terme innovation pour Babylone, il se résume comment, en fin de compte? Chez Babylone, nous, on voit l'innovation, comme une posture, avant d'être une technologie, en fait, hein. Innover, c'est, remettre en question les modèles Mmh. établis, c'est écouter autrement, apporter des réponses nouvelles
à des problèmes qui parfois sont anciens. Concrètement, on innove sur 2 plans, chez nous. Dans notre manière de délivrer le conseil, plus agile, c'est plus intégré, et dans les outils qu'on développe pour nos clients, notamment dans le secteur, banque, assurance. Après surtout, on croit que l'innovation, elle est utile, c'est quand elle crée de la valeur concrète. Je reviens sur mon côté un peu pragmatique, hein, mais on fait pas de buzz, pas de slide, mais on fait, une vraie transformation. Et après, en termes de clients, vous fonctionnez, que sur du B2B en fin de compte? Ouais, clairement, hein. Nous, nos clients, c'est, les assureurs et les banques. Concrètement, ce sont les directeurs des différents pôles, des différentes directions qu'on a pu évoquer tout Mais à ça t'est l'heure, ouais. déjà arrivé? Je dis n'importe enfin, imaginons un type de cabinet, je dirais pas lambda, mais sur la place, qui arrive pas à trouver, potentiellement, de sourcer une mission, qui vous contacte parce que vous avez, un portefeuille de freelancing et de faire du partenariat, partnership, c'est quelque chose que tu fais? Clairement, hein. On est contacté, pas quotidiennement, mais hebdomadairement, ça c'est certain, par, plein de cabinets de conseil parce que, bah, justement, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, la majorité des consultants, ce sont des freelances aujourd'hui et les cabinets de conseil ont énormément de mal et ils vont en avoir de plus en plus, hein, parce que cette nouvelle génération qui arrive, le modèle cabinet de conseil ne va pas du tout leur plaire. Il ne leur plaît pas, hein. Ils cherchent de la liberté, ils cherchent plein de choses, surtout pas, ce que va proposer un cabinet de Mmh. conseil. Donc oui, on est contacté très régulièrement. Après, on travaille de temps en temps avec eux, mais surtout avec ceux qu'on connaît parce qu'on n'a pas un contact direct, nous, avec le client, hein. Donc on ne sait pas si, l'offre, elle est vraiment là, si, il y a quand même un petit gain de chance de gagner la mission et là, je l'ai fait beaucoup au début, c'est pour ça que je te dis ça. Quand même, on s'est cassé les dents et on a perdu beaucoup de temps, sans même derrière savoir ce qu'il en était parce qu'on n'avait pas cette relation avec le client en direct. Donc on peut le faire, c'est rare. On le fait avec des gens de Ouais, je confiance. vois, en fait, c'est-à-dire que tu prends du temps pour, par rapport à cette mission-là, mais tu es pas certain qu'il va gagner l'offre ou le contrat parce que tu es pas en client direct avec, ouais. Exactement, tu as aucune maîtrise, en fait. D'accord. Ouais, donc c'est Mmh. plus, mais et la part de ça aujourd'hui, elle est infime, non? Par rapport à toute la proportion en termes de chiffres ou de croissance ou c'est, Aujourd'hui, on a plus de 80 consultants en mission et c'est moins de 5 ah oui, consultants, OK. Ah oui. même moins de 3, ouais. Mmh. Et tu me parlais que vous vous êtes lancé au début, tu parlais de enfin, d'assurance et de banque. Au début, tu t'es lancé sur les 2 ou tu as décidé de faire un créneau assurance et après de te développer sur la banque ou l'inverse? Alors, au début, j'étais exclusivement sur l'assurance. La banque, on le fait que depuis très récemment, heu et en fait, on le fait parce que l'assurance fonctionne très bien, heu et pour le coup, on a les fondations, on a les bases, voilà, on est très bien installé, on commence à être très connu, dans le milieu. La banque, c'est assez naturel, assez naturellement qu'on s'est dirigé vers ce secteur-là, parce que c'est quand même très proche, de l'assurance. Dans notre pool, de Babyloniens, pour la plupart, ils ont fait, les 2 secteurs. Donc, on a vraiment cette capacité à proposer, un grand nombre de consultants, dans les 2 secteurs. Donc c'était tout naturel et assez logique qu'on aille vers le secteur Et bancaire. aujourd'hui, la part entre les 2 secteurs, celle la plus prédominante, ça reste l'assurance ou le milieu bancaire? Non, non, ça reste encore l'assurance, hein. On a démarré mais la banque, augmente très rapidement. Mais aujourd'hui, on est sur, 80 d'assurance, 20 banque à peu près. La croissance sur la banque, comment tu penses réussir à gratter des parts de marché sur le milieu bancaire? Toujours avec le même modèle que toi tu as actuellement sur l'assurance ou le réinventer un peu pour le milieu bancaire? Envisager la même chose? Pour l'instant, on va rester sur le même modèle puisqu'il fonctionne, très bien. Par contre, bien sûr, on va calibrer la recherche de nos consultants sur ce que souhaitent nos clients, donc avec une vraie pertinence côté bancaire. Très, reproductible en fait, hein, le modèle, hein. On a vraiment la capacité à le reproduire côté banque, assez facilement, mais bien entendu avec les codes, de la banque et voilà, ça se passe vraiment très bien. Je suis assez content de la progression côté banque. Et on parle beaucoup de services, quand même, on est quand même dans une société de services et le freelance, c'est quand même du service. Au-delà de la plateforme et cetera, est-ce que tu penses combiner, en fait, des opportunités, je dirais business, en proposant aussi un package service, en fait, à tes freelances qui rentrent en contact avec Babylone? Je dis n'importe quoi, je dirais avoir, une carte pro, avantageuse avec, des prix et des avantages et cetera. Tout ce genre de package de service, c'est quelque chose que vous voulez proposer aussi? Vous proposez peut-être déjà d'ailleurs? Tu as tout à fait raison, hein. On a vraiment 2 axes de développement. Le premier, c'est business avec nos clients et le second, c'est de développer tout un environnement dédié, consacré au freelance et lui offrir, un maximum de services qui répondent
complètement à leur métier, à ce qu'ils font, ou bah, Mmh. millionnaires, quoi. On commence, hein, donc là, on va lancer, notre portage salarial dans quelques jours. Là, on a déjà ce service-là. On est en train de lancer, le service assurantiel. Notre population, les freelances ont des problématiques très particulières. Trouver une RC, va trouver un crédit emprunteur Mmh. quand tu es freelance, un crédit immobilier, ça aussi on va lancer et permettre, à nos freelances de trouver quand ils viennent, chez nous, de trouver l'ensemble des services qui leur sont dédiés. Le but après, c'est pas, il n'est pas business pour nous. C'est, plutôt, de créer une communauté, de leur donner des avantages, ce qui les Mmh. fidélise quand même, et ce qui permet, de maximiser le fait qu'ils restent avec nous, de leur donner envie de rester avec nous, de créer cet environnement, communauté et pas juste venir, chercher une mission, sur un site et repartir. Mais oui, on est en train de réfléchir à toute une box de services. Il y en aura beaucoup. Cette année, bah, on va lancer les premiers services, il y en a pas mal et 2026, on terminera. On aura lancé, 90 de ce qu'on voulait faire. Et tout ça, tu le fais en partenariat avec d'autres structures? C'est pas en interne, quoi? Enfin, c'est des, Tout sera fait en partenariat. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'après ça peut moi en tout cas, c'est vrai que quand tu réfléchis et tu te dis, bah, même mon entourage, hein, ce que je te disais en off au début quand un de mes amis, s'est lancé en tant que freelance, au début, il avait, bah, les craintes que tu dis en fait, au niveau de l'assurance, package au niveau de la retraite pareil, si tu veux faire un emprunt, bah, tu es un peu bloqué parce que forcément, les banques vont te dire: «Ah bah non, tu es pas en CDI, tu es freelance, qu'est-ce qui me garantit que tu vas continuer à gagner du cash?» En fin de compte, tous ces aspects-là, ça peut aussi bloquer en fin de compte de se lancer là-dedans. Ouais, Ça clairement. peut, on va dire, bloquer le freinage en tout cas et te permettre de dire: «Bah, OK, je me lance là-dedans et en plus à côté de ça, j'ai un joli package qui m'aide, au quotidien». Tout à fait. On offrira tous ces services. Aujourd'hui, on est déjà en capacité d'accompagner un salarié vers le freelancing, à 100 OK. hein, en lui amenant, toute une sécurité, tout le côté administratif. On va rédiger, tout ce qu'il faut, gratuitement pour amener, tranquillement, sereinement le salarié vers, le freelancing et on en fait beaucoup, hein. On accompagne beaucoup de salariés, à être indépendants OK. et ils sont ravis puisque, plus grosse crainte, c'est, le risque, c'est la Mmh. peur, pour basculer de ce côté salariat à, entrepreneur. Quand on fait sauter ce levier, ça aide les gens. Ah, c'est intéressant ça. Donc en fait, déjà là, vous si imaginons, il y a une personne qui est en CDI, qui se dit: «Bon, bah, en fait, moi, j'ai envie de me lancer en tant que freelance». C'est pas vous proposez pas simplement une mission et après, bah, démerde-toi, c'est toi qui fais les trucs, administratifs. Non, en fait, c'est vraiment, bah, OK, je te propose une mission, mais en même temps, on va dire, je te tends la main pour t'aider à arriver, à te lancer en tant que freelance, en fin de compte. Ah oui, exactement, ouais, on lui apporte énormément de services pour, l'accompagner de A à Z, dans sur ce chemin-là, ouais. Et ça vous démarque de la concurrence? Où tout le monde font un peu cette démarche-là ou Moi, je connais pas assez le process interne de la concurrence, mais j'ai pas, entendu, de concurrents qui soient en capacité d'aider les gens à ce niveau-là. Mais je veux pas non plus mmh, raconter de bêtises, mais, en tout cas, j'ai pas entendu, cet accompagnement-là. tu connais un peu la part de personnes qui sont en CDI que vous accompagnez et celles qui sont déjà en freelance? Alors de gens qui sont venus chez nous à partir d'un Ouais, c'est case ça, ouais. study, tu veux dire? Ah oui, il y en a beaucoup, hein. Je dirais, enfin beaucoup, je dirais à peu près un peu plus de Ah oui, 20 quand même. de nos consultants sont des consultants qu'on a accompagnés, et qui étaient salariés avant de venir chez nous. Et ces personnes-là sont toujours, freelance maintenant et Ah oui, heureux, heureux, ouais, je connais pas un seul freelance, mais c'est vrai, hein, et j'en connais beaucoup, pas un seul freelance qui serait en capacité ou qui aurait envie de faire marche arrière et de retourner en tant que salarié dans une ah société. ouais. Mais pas un seul, hein. Tu penses que du coup, quand tu te lances en tant que freelance après, c'est compliqué de revenir dans une structure un peu, cadrée, en perdant un peu cette flexibilité que tu disais au début? Un peu bloqué en fin de compte ou? Ah clairement, clairement. Je pense que quand tu as commencé à vivre avec, les avantages, du freelancing, hein, temps libre, que tu le gères comme tu le Mmh. souhaites, tu es ton propre manager, tu as de compte à rendre à personne, tu as un salaire qui en général est doublé, enfin tout ça accumulé, ça fait quand même beaucoup, de choses, que tu ne vas plus retrouver quand tu es, salarié. En gros, le salariat te permet d'avoir une certaine Mmh. sécurité et encore que c'est pas toujours le cas et je pense de loin pas, heu, mais tu es serein. On peut dire que tu es plus serein, en tout cas quand tu connais pas le freelancing, tu es plus serein, quand tu es salarié. Tu penses être plus serein, par toutes ces sécurités, le Ah. chômage, la retraite et cetera. Mais tout ça, ça s'organise quand on est freelance, hein.
on peut trouver exactement les mêmes avantages, hein. Tu me parlais de la plateforme. Imaginons, je suis freelance et je veux trouver une mission. Concrètement, comment ça se passe en fait? On trouve une mission en très rapidement? C'est-à-dire tu crées ton profil? Ouais, on a essayé vraiment de faire en sorte qu'il y ait un minimum de choses à rentrer, pour, la personne. Donc je pense qu'en 1 minute 30, le profil est créé, le CV est déposé. Nous, on réécrit le CV derrière. On a une intelligence artificielle qui va bien, le réécrire, le «taguer», entre guillemets. Donc voilà, en 2 minutes, ils sont inscrits avec CV. Après, ils ont accès à toute la liste des menus, qui déroulants, avec des filtres, donc ils peuvent filtrer sur les missions qui les intéressent. On a pas mal de filtres, en place et dès qu'ils trouvent, ils peuvent postuler Ouais. avec leur CV. Ils postulent et à partir de ce moment-là, nous, on fait une sélection derrière et voilà et on les contacte, s'ils répondent aux besoins. Parfois, malheureusement, on a beaucoup trop de candidatures, hein, une cinquantaine, soixantaine, voire même une centaine parfois. C'est un peu le revers de la médaille. On n'est pas en capacité de rappeler tout le monde Mmh. et de leur expliquer à chaque fois pourquoi ils n'ont pas été retenus. Il faut qu'on travaille là-dessus, c'est un peu dommage, mais c'est l'effet, plateforme digitale, Mmh. en fait, hein, volume et voilà, ça se passe comme ça pour un consultant. Il postule, très facilement. Parfois, on a des missions «off» entre guillemets qu'on ne diffuse pas. Donc là, on a des business managers ou des associés qui vont, chercher, sur la plateforme, les CV et enfin, on a certains clients qui vont aussi, eux, sur la plateforme pour, chercher des D'accord. plus que des CV, hein, des Mmh. talents. OK, et en ce moment, tu as plus d'offres ou tu as plus de demandes que d'offres? Alors en ce moment, j'ai plus de oui, 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 bien sûr, je préférais, enfin non, l'inverse ce serait pas forcément bien non plus, mais, en ce moment, j'ai plus de demandes que d'offres. Le marché a un peu ralenti quand même, en tout cas à mon Mmh. niveau. Je vois que les budgets sont restreints, on continue à être en progression, mais pas autant que l'année dernière, mais on a des budgets gelés, on n'en est pas encore à voir des consultants sortir de mission, OK. ce qu'on a déjà vu, par le passé, mais on sent quand même que bon nombre de projets qui étaient prévus ne se lancent pas et qui sont reportés et beaucoup de nos clients nous disent qu'à la rentrée, ça devrait, reprendre. OK. Tu me parlais de l'intelligence artificielle. Vous l'utilisez, là, tu me parlais du CV, mais vous l'utilisez aussi d'une autre manière? Ah, nous, on a mis, l'intelligence artificielle dans tous nos process, mais OK. absolument tous nos process, de la rédaction d'un email, jusqu'à le lancement d'alerte, la recherche de CV et une réponse à un client. Enfin, on a essayé vraiment de mettre en place l'intelligence artificielle, partout. Non pas parce qu'il faut le faire, mais parce qu'on y a vu un vrai intérêt et parce que, ça nous permet aussi de proposer ensuite à nos clients, la mise en place de l'intelligence artificielle. Si on n'est pas capable de le mettre en place, chez nous, je vois pas comment on serait capable, de le diffuser Mmh. chez nos clients. Donc on l'a fait parce qu'on y a vu un grand intérêt et maintenant on le fait beaucoup chez nos clients aussi. On a mis, par exemple, on a, mis l'intelligence artificielle pour automatiser, des plateformes complètes de OK. gestion. On l'a fait en marketing, pour faire du marketing, 360, pour automatiser 80 de la chaîne. Enfin voilà, on le fait OK, beaucoup, hein. donc vous êtes un peu, je dirais, avant-gardiste. Enfin, je sais pas parce qu'on parle beaucoup de d'IA en ce moment. Vous l'avez mis en place, il y a combien de temps? Nous, on l'a mis en place, il y a un OK. an à peu près. On a tout développé il y a un an et ouais, enfin à peu près quand ChatGPT est sorti, on s'est demandé ce que c'était ce truc et comment on pouvait l'utiliser. On connaissait bien entendu déjà avant, mais c'était pas encore assez Mmh. accessible, hein, et pas assez intéressant pour nous donc mais à partir de là, on s'y est mis à fond. On s'est dit: «Il y a un vrai truc derrière» et on a tout automatisé. Et aujourd'hui, ta part de marché, elle est essentiellement en France ou à l'étranger ou en Suisse? En Suisse, il y a je sais qu'il y a pas mal d'acteurs en réassurance. Vous êtes principalement sur le marché français? Pour l'instant, oui. On a bien sûr, hein, des envies d'aller à l'international. On va finaliser, rapidement de poser nos bases, de continuer à développer les 2 secteurs et c'est effectivement, une possibilité de Mmh. développement. On a ça et puis après, les verticales, secteurs aussi, hein. On peut développer des verticales secteurs sur d'autres secteurs, puisque le très facilement reproductible comme modèle. Voilà, on a ces 2 développements en tête, parmi tant d'autres, mais en tout cas ces 2 là en font partie, largement. La Suisse, le Luxembourg, la Belgique, Ouais. mais il peut y avoir les États-Unis, il peut y avoir plein de choses, hein. Et quand tu as lancé, Babylone, tu as fait des, je dirais, levées de fonds entre directs? Ah non, il n'y a jamais eu de levée de fonds, il n'y a jamais eu de rachat, c'est que de la croissance organique. D'accord. J'ai commencé tout seul derrière mon ordinateur pendant le covid. J'ai créé, mon site internet en me disant: «J'ai pas d'argent, donc je vais faire avec mes propres moyens», et écoute, ça s'est très bien passé. Mais c'est pour montrer quand même la force du Mmh. modèle, c'est que le modèle répond à un besoin.
On se pose toujours la question, parce que quand on a un modèle innovant, on ne sait pas forcément quand on crée un cabinet de conseil, ça existe par ailleurs, il y en a des milliers, on sait que ça va, fonctionner si on est un bon commercial et si on sait présenter les choses. Quand on crée quelque chose de neuf, parce que ça n'existe pas aujourd'hui, Mmh. hein, ce modèle-là, on est les seuls à faire ça, en banque et en assurance, personne d'autre le fait. Il y a une prise de risque, quand Ouais. même. Bah, après souvent quand tu penses un peu innovation, quand tu réponds à un vrai besoin qui est pas existant, derrière, bah, c'est là où bon, ça devrait fonctionner, selon les logiques, hein, entrepreneuriales. Mais après comme tu dis, il y a une part de risque et une part que tu peux pas trop «savoir» entre guillemets, hein, Mais on a pris le risque et ça a marché. et du coup, quelle est la force de l'image, d'un groupe tel que Babylone par rapport à tout ça? Ah, et justement, hein, aujourd'hui, avec nos plus de 5000 Babyloniens experts, banque assurance, on est la seule plateforme et vraiment la seule spécialisée sur ces secteurs-là et on est très certainement sur ces secteurs-là le plus grand cabinet de conseil, en assurance. On ne connaît pas d'autres cabinets de conseil ou d'autres plateformes, hein, enfin tout confondu qui, représentent autant, de ressources, Mmh. talents que ce que nous on peut proposer. Et tu me parlais de communauté. En ce moment, il y a pas mal de enfin moi je suis beaucoup sur LinkedIn, je vois pas mal de personal branding qui montent un peu leur communauté sur vraiment leurs sujets spécifiques et cetera. Vous, par rapport à ça, si je suis babylonien, imaginons, comment ça se passe en termes de communauté? Vous avez des, je dirais des after work, des ateliers, des Alors ça fait partie du package service qu'on va proposer, qu'on propose. Le but, c'est vraiment de créer cette communauté, comme tu le dis. Et puis en plus, nos 5000 Babyloniens, c'est quand même dommage de ne pas créer quelque chose. Ouais, on va aller vers ça. On va créer un forum aussi pour les aider, créer de l'entraide technique sur de l'expertise. Chacun pourra interroger la communauté sur les problématiques qu'ils rencontrent. On a déjà mis en place, hein, des webinaires sur des problématiques particulières, ça peut être de la conformité, du mmh. réglementaire, des choses plus techniques, hein. After work aussi. Après, on réfléchit à la manière de faire parce que avec les 5000 Babyloniens, s'ils viennent tous, on va être un peu embêtés. Donc, mais non, non, ouais, on va très clairement. D'ailleurs, on a Ilona, qui est notre community manager, réfléchit à ce genre de sujet-là aussi, et on va lancer très rapidement, très prochainement, plein de choses à ce niveau-là. Alors maintenant si, on switch, tu parlais de Merci Noé. Je sais que tu es également PDG de Oui. Merci Noé. Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet? Et ben, on est toujours dans le secteur de l'assurance. Je ne pourrais pas changer, hein, je sais faire que ça, je te l'ai dit. Et en fait, j'ai trouvé ce service-là, vraiment génial. Il a été créé par, 2 médecins, urgentistes, hein, et il s'agit d'un service qu'on propose aux assureurs, d'un retour à domicile, médicalisé, suite à une hospitalisation. C'est-à-dire que la personne est hospitalisée et Merci Noé s'occupe d'absolument tout. Une espèce de conciergerie de luxe Mmh. médicalisée jusqu'au retour à domicile, de la personne, et voire même au retour à domicile de la personne, on va continuer à s'occuper de cette personne-là. Donc D'accord. ça passe de, l'appel au chirurgien, et on est les seuls à faire ça, hein, absolument personne dans le service, n'a inclus ce côté médical, parce que seulement un praticien, est en capacité d'appeler un médecin à l'hôpital. Donc on appelle le chirurgien la personne qui s'est hospitalisée. On prend l'ensemble des informations, ce qu'on appelle le protocole de sortie. Le chirurgien va nous dire: «Il faut une bouteille d'oxygène, une infirmière, un lit médicalisé», et cetera, et cetera. Parallèlement, on appelle, notre adhérent de la mutuelle, de l'assureur. Là, de la même manière, on va lui demander, s'il a des allergies, enfin connaître un peu, son background, santé, mais aussi sociétal. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il habite à un étage élevé? Est-ce qu'il a un chien? Et cetera, et cetera. Donc on prend toutes ces OK. informations-là. On a un plateau de 80 personnes qui, va s'occuper de mettre en œuvre, le protocole de sortie du chirurgien, mais aussi ce côté, sociétal. On va, réserver des plateaux repas, la garde d'enfants, la femme de ménage, la promenade du chien, mais aussi, réserver le lit médical, hospitalier, les bouteilles d'oxygène, l'infirmière, et cetera, et cetera. Et ça, France entière, hein, même dans les déserts OK, médicaux, on intéressant. est en capacité de le faire, partout. On ramène déjà le chirurgien est ravi, hein, parce qu'eux, ça leur permet de libérer des lits beaucoup plus rapidement. En général, les personnes sortent 3 jours avant, plutôt que si ils avaient, garder normalement la personne. Voire même, on a fait presque sortir des personnes qui n'auraient jamais dû sortir. Faut savoir que le chirurgien, enfin le personnel médical ne peut faire sortir une personne que si elle sait qu'elle est en sécurité, suite à sa sortie. D'accord. Quand on est par exemple avec des personnes âgées qui n'ont absolument, personne, pour s'occuper d'eux, eh bien,
on ne peut pas faire sortir cette personne-là de l'hôpital. Donc nous, on a été en capacité d'aider ces gens-là, de les accompagner, de rassurer les aidants aussi, hein, puisque quand on prend en charge une personne, on va appeler les enfants ou les parents, en leur disant, bah voilà, ça s'est très bien passé, il va se passer ça, 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 et on s'occupe de tout pour. Ça rassure, c'est surtout quand on se fait hospitaliser, enfin proche Mmh. hospitalisé, rassurant, on est stressé. D'avoir un service tel que celui-ci, c'est d'une aide extraordinaire. On a tout prévu pour le retour à domicile. La personne revient à domicile et là, on continue à s'occuper d'elle et on va l'appeler tous les 2 jours et de manière médicalisée. Encore une fois, on va lui poser un certain nombre de questions en fonction de sa pathologie, de son opération, pour savoir si ça ne s'est pas dégradé, si tout va bien. Mais on peut aussi changer un plateau Mmh. repas, une femme de ménage si le service ne convient pas, et ça, on va le faire encore pendant 30 jours. OK. Ce qui permet de réduire de 40 les réhospitalisations. C'est énorme quand même. 40. Ah ouais, et ça, vous le mettez, tu me disais que c'était un peu, dans un package, si tu as une mutuelle santé ou autre et cetera. Vous avez pas Ouais. mal d'acteurs qui travaillent avec, Merci Noé du coup? Parce que c'est un vrai avantage, Alors, de plus en plus, hein, on est appelé très régulièrement par des acteurs de mutualistes ou d'assurance parce qu'ils voient bien les avantages pour eux. Déjà, en termes de sinistralité, t'imagines, ils gagnent chacun 3 jours mmh, de moins sur l'hospitalisation. Après, il y a aussi les vrais mutualistes, entre guillemets, hein, qui veulent apporter un service à leurs adhérents, à leurs sociétaires. Là, ils voient vraiment la part de service que amener ça à ton sociétaire, à ton adhérent, c'est quand même une plus-value très mmh, importante, hein, et c'est vraiment une aide qu'il n'y a pas ailleurs. Donc pour le coup, ouais, on a énormément de contacts. Après, ça doit passer par le conseil ouais. d'administration pour mettre en place une garantie nouvelle. Donc c'est des phases de mise en place assez longues, mais on a énormément de contacts, ouais, qui souhaitent le mettre en place. Et après, ils y voient plein d'autres avantages. Niveau marketing, pour la communication, c'est génial, hein, c'est un service Mmh. supplémentaire, très innovant. Le seul service qui appelle l'adhérent. Aucun autre service dans une mutuelle va appeler l'adhérent. C'est la première fois où un assureur, une mutuelle, a un service qui prend le lien avec l'adhérent. Plutôt que l'adhérent appelle, et en général pour des mauvaises nouvelles, là tu vois, c'est un appel Ouais. sortant pour rassurer, pour aider, pour plein de choses, quoi. Donc c'est génial, ouais, ils Et en adorent. termes de tarification, enfin, même si la mutuelle le propose, imaginons, moi, je sais que je vais, être en opération dans, je sais pas, un mois et demi. Est-ce que je peux demander, bah, imaginons, je sais pas, j'ai ma grand-mère ou une personne de ma famille qui va être dans ce cas-là, je peux appeler Merci Noé et lui dire: «Bah, voilà, j'aimerais être accompagné», On réfléchit à faire du B2C. Donc là est la mise en œuvre du B2C. Pour l'instant, on est sur le B2B, c'est très bien lancé. Donc ouais, on peut rapidement, imaginer, le lancement de la ligne mais B2C. c'est quand même marrant que c'est un système qui existait pas avant parce que tu te dis quand même que on parle quand même beaucoup, la complexité des hôpitaux, du manque de lits, du manque de place. C'est une Mmh. logique comme tu dis là, si tu me dis que tu gagnes à peu près 3 jours, c'est ça que tu m'as dit? C'est quand même ça Exactement, libère quand même des lits, pour des personnes qui potentiellement en ont vraiment besoin aussi. clairement. Ah, les avantages, tu les retrouves partout au niveau de l'hôpital, puisque tu libères des lits. Tu simplifies grandement le travail, des Mmh. infirmières, des médecins parce que une infirmière, quand elle doit expliquer, ce que doit faire le patient, appeler, enfin réserver les Mmh. médicaments, les piqûres et cetera. Côté, assureur, puisque lui, il gagne 3 jours, Mmh. donc déjà en termes de sinistralité, par an, le produit, gratuit. En termes de communication, enfin, tu vois, les avantages sont Mmh. sont énormes, hein, pour l'assureur et l'adhérent. On a plus de 98 de taux de satisfaction parce qu'ils sont ravis, du service, hein. Tout le monde y Ouais. gagne, hein. Après la difficulté, c'est côté, tarification, côté, mutuelle ou compagnie qui doit l'impliquer dans son package où là, ça peut être, compliqué ou pas vraiment, En fait, notre tarification est basée sur le gain qu'ils économisent sur Mmh. les hôpitaux. C'est-à-dire que, étant donné qu'ils ont 3 jours d'hôpital en moins, nous, c'est à peu près le coût, de la sortie d'hôpital, du dossier qu'on facture à la mutuelle. Donc normalement, c'est neutre, hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent proposer ce service-là sans avoir augmenté, OK. leur tarif et sans avoir à augmenter leur sinistralité. OK, d'accord. C'est ce qui vous différencie de peut-être d'un autre produit tel de service qui du coup se rajouterait vraiment, mais qui va pas venir, diminuer la marge ou autre, par rapport à du fait que là, comme tu dis, si Tout à ça fait. correspond vraiment aux 3 jours, bah, en fait, c'est juste un vase communicant, en fait. Ce que je perds là, moi, je le remets là-dedans et ça développe plus mon image en termes de notoriété et puis ça aide aussi Exactement. mon client. Ah oui, c'est un service. Tu peux, ce service-là permet de gagner des Mmh. contrats. Par exemple, la PSC, quand tu rentres un tel service innovant et que tu es le seul à
proposer ça. Aujourd'hui, il n'y a que les services qui différencient les produits assurantiels. Donc là, déjà, tu as un gain. Ensuite, quand tu es passé par Merci Noé, je peux t'assurer que tu restes dans ta mutuelle parce que tu as tellement apprécié ce service-là et des mutuelles clientes l'ont calculé, je ne te dis pas ça comme ça. Personne qui est passé par ce service-là qui résilie son contrat sous 3 ans après avoir bénéficié de Merci Noé. Donc, tu vois, tu y gagnes sur les 2 pans, aussi bien sur l'acquisition que sur la rétention, sans parler de la Et communication. ça, c'est quelque chose que, du coup, tu m'as dit, tu as lancé, c'est des chirurgiens, c'est ça, qui ont lancé cette idée-là? Et tu les as accompagnés par la suite? Voilà, exactement, ouais, Ça, c'est voilà, c'est ça, c'est 2 chirurgiens et moi je les ai rejoints par la suite, tout à fait. alors là, si on change un peu de sujet, mais si, tu devais associer une chanson à ton parcours professionnel, quelle serait-elle? Une chanson, ce serait, je suis très mauvais en anglais, mais Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk. Ça représente tout ton parcours, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est aussi un petit clin d'œil à l'innovation, tu vois, à l'amélioration continue, au côté hybride, tech, consulting, de Babylone. C'est d'ailleurs, je crois, c'est l'hymne des startups, cette chanson. Et du coup, bah, en parallèle, quel est le mindset de Florent en 3 mots? En 3 mots, moi, je t'ai beaucoup parlé de pragmatisme, donc pragmatique, ça c'est sûr, ça fait partie de notre ADN, engagé, vraiment très engagé, et dans le mindset, je dirais qu'il faut rester, visionnaire. Il faut essayer au maximum d'être, visionnaire pour regarder un peu plus loin que le bout de nos chaussures, voir ce qui peut, se passer et essayer de tout de suite, être pertinent, dans ces domaines-là. Et tu as quand même lancé, bah, tu as eu un vrai parcours en assurance, tu as lancé aussi, Babylone. Là, merci Noé. Est-ce que tu as vécu des difficultés ou des réussites particulières que tu voudrais partager? Enfin, la plus importante, si je pourrais dire? On en a parlé tout à l'heure. Une des plus grandes difficultés, ça a été au début, en Mmh. fait, parce que, on n'existait pas. On n'avait, aucune, référence. Donc, et en plus, tu as le stress de savoir, que tu as quitté un job de salarié avec un salaire, assez confortable, qui tombe, tous les mois sur un truc, où tu dois tout créer. Tu pars de Mmh. zéro, et tu as aucune référence. Donc, ça a été, le plus grand défi, mais ce qui nous a permis de surmonter ça, c'est qu'on était ultra pertinent sur notre proposition, je pense, hein. En tout cas avec le recul et vu les résultats, à ce jour, d'avoir choisi une verticale, secteur plutôt qu'une verticale métier. Parce que si tu regardes toutes les plateformes qui peuvent exister aujourd'hui, il y en a beaucoup quand Ouais. même, tu as c'est des verticales métiers. Tu as, management de transition, transformation digitale, web design, enfin voilà, tu as et là, tu en as trouvé plein. Nous, on a fait le choix d'avoir de l'expertise assurantielle. Ça a été, dès le départ, un choix, bien assumé. Puis on a su rester agile, tout au long. On a changé très rapidement le site parce qu'on a vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, enfin voilà, on a su s'adapter mais la plus grande difficulté, c'était celle-ci. Quelle est la leçon du coup? Enfin, si tu pouvais partager, à une personne qui veut se lancer aussi, bah, qui veut un peu faire, l'entrepreneuriat, quelle est la leçon la plus importante que toi tu en as tirée, bah, tout au cours de ta carrière, hein, et que la personne devrait savoir en fin de compte, si elle souhaite se lancer? En fait, je rencontre souvent des gens qui ne se lancent pas par peur, par, perfectionnisme, par, tu vois tous ces freins. Moi, je dirais que la plus grande leçon, parce que je suis moi aussi, je me suis forcé, c'est pas quelque chose de naturel et c'est pas quelque chose que tu fais sans y réfléchir. Mais malgré tout, je pense que, l'élan compte plus que la perfection que tu vas rechercher. Tu as pas besoin d'avoir tout ficelé pour te lancer. Il faut y aller, quoi. Ce qui compte, c'est de commencer, c'est de t'entourer, de tester, d'itérer, heu, mais l'envie, la clarté d'intention et la capacité à apprendre vite valent souvent plus que, des plans, très Mmh. théoriques, tu vois? Des business plans qui sont montés pendant, des années et au final tu fais rien comme Ouais. ça. J'avais entendu une phrase qui m'avait, interpellé, c'était, «Le mouvement crée des opportunités» et ça me semble fondamental. Bouge, bouge et tu verras, il va se passer des choses, mais n'attends pas. Ouais, c'est un peu l'image des startups ou même des sociétés un peu, tout ce qui est spatial, aéronautique où tu testes, tu lances ton truc, bon, bah, tu as dépensé 1 milliard, ça pète, bon, c'est pas grave et puis je vais reconstruire et je vais relancer un truc. Voilà, exactement, exactement, ouais. Mais ça fait aussi le parallèle un peu aux US, alors je sais pas si nous c'est comme ça, mais où eux, tu vois, quand tu as un échec ou quand tu as monté une boîte et cetera, ça a pas fonctionné, c'est beaucoup plus valorisant des fois
que quand tu as réussi direct une success story tout de suite, où tu as pas vécu d'échec en fin de compte. Donc là, quand tu dis là où il faut être en mouvement Ouais. et y aller, même si tu réussis pas, tu te plantes et cetera, bah, au moins tu t'es planté, mais tu as appris de ton erreur, quoi. C'est Ah exactement, c'est très important, il faut y aller et si tu le fais pas, tu apprends pas donc aucun intérêt, c'est pas marrant sinon, il faut y aller quand même. On peut rester plan-plan toute sa vie, hein, mais après ça, c'est des choix de ouais. vie aussi, et on peut l'entendre et il y a aucun sujet de débat, il y a aucun débat là-dessus, chacun, vit sa vie. En tout cas, moi, j'avais besoin de cette aventure-là et de me lancer, de me mettre un peu en risque Mmh. aussi, et de savoir ce que je vaux finalement. Parce que quand tu es bien ancré dans une entreprise où tu as, des services dans tous les sens qui vont t'apporter un maximum de choses, tu sais pas ce que tu génères, tu sais pas ce que tu Mmh. crées. Quelle est ta vraie création en fait, hein? Si ça se trouve, tu crées rien du tout et il y a quand même beaucoup de sociétés où on voit des postes comme ça qui créent rien. Moi, j'avais besoin de savoir ce que j'étais en capacité de créer et en étant seul et en Mmh. devenant seul et voilà, en construisant quelque chose. C'est marrant que tu fasses ce parallèle-là parce que, quand tu es directeur et cetera, souvent tu as un peu l'idée, bah, que tout ton staff derrière crée quelque chose ensemble, qu'il y a une communauté ou que tu as quand même une vision et cetera. Mais c'est vrai que des fois tu te dis: «Bah, c'est peut-être eux qui font, mais moi réellement je fais quoi comme impact en fin de compte par rapport à tout ça, quoi?» Ouais. C'est marrant, que tu parles de Non, mais ça. ça, c'est très vrai. On intervient beaucoup dans les mutuelles sur ces sujets-là. Tu as quand même beaucoup de mutuelles, si tu fais, gaffe aujourd'hui, qui reposent sur ce qui s'est passé par le Mmh. passé. Ils ont créé la mutuelle sur, un segment affinitaire, Ouais. toute une population qui devait avoir une prévoyance, Mmh. par exemple et ils l'ont inclus dans le salaire. Tu as une espèce de rente comme ça qui tombe facilement tous les mois et donc tu as créé un trésor de guerre, mais depuis ce moment-là, tu n'as absolument rien créé d'autre. Et mutuelles comme ça, tu en as plein. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y avait 3500 mutuelles il y a 10 ans, il y en a 350 aujourd'hui. Mmh. Parce qu'ils n'ont pas su se renouveler, ils n'ont pas su innover. Ils ont continué à rien générer en fait, mais à travailler sur le financement de l'histoire de Ouais. l'emboîte. Et moi, j'admire les mutuelles qui arrivent à se reconstruire Mmh. et qui arrivent à générer de la vraie valeur autre que ce qu'on leur a confié 5 générations avant. C'est vrai que tu as raison, en tout cas, on voit quand même pas mal de rapprochements, des personnes qui sont, avalées par les gros acteurs parce qu'il y a ce côté-là où bon Oui, après il y a le côté réglementaire aussi qui vient appuyer et du coup qui rajoute des contraintes, oui, qu'il y avait pas dans le tout à passé, fait, on oui. va pas se Ouais. mentir. Mais c'est Mmh. vrai que comme tu dis, se réinventer sur un socle historique, bah, des fois c'est compliqué en tout cas de changer de business ou de se dire: «Je vais me lancer là-dedans», alors c'est quelque chose que je fais très bien depuis X années. Mais je sais pas trop, ce que va être, ce business-là. Surtout si tu fais de la santé et que tu changes de voie, je sais pas, quel est le toi, en termes de mutuelle que tu as accompagné par rapport à ça, c'était quel, tu à quel business pour essayer de se réinventer ou si c'était une mutuelle santé? Eh bien, tu peux rester, exactement dans, ce que tu fais aujourd'hui, dans le produit que tu vends aujourd'hui, mais trouver d'autres canaux de diffusion. Tu as cet axe-là. Tu as l'axe, aller sur d'autres produits, peut-être complémentaires, qui participent à compléter la Mmh. gamme et vraiment tu as déjà une certaine clientèle, pourquoi pas les accompagner sur d'autres services, sur d'autres choses et après tu as des mutuelles qui vont encore plus loin, qui vont on les a accompagnés sur des plateformes de services, eux, comme on parlait tout à l'heure pour les babyloniens, mais eux, pour leurs propres clients. Et là, tu peux construire des choses hyper intéressantes et tu es obligé aussi d'aller vers ce côté digital et leur apporter un maximum de services. Demain, si tu n'es pas dans une plateforme de services digital, ah, tu es mort. Ouais. Entre ça et l'intelligence artificielle, ton business, il va pas durer longtemps, hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça me rappelle encore à l'époque, tu sais, où pour ouvrir un contrat ou autre, tu mettais ton chèque et tu envoyais ton chèque et tout se faisait par écrit et tu attendais peut-être un mois avant que la mutuelle ou tu voulais faire je me souviens, c'était un article 83, je sais plus, je voulais faire des versements. À l'époque, c'était pas encore vraiment bien dématérialisé. Au début, tu devais quand même faire du papier. C'est vrai que maintenant, bah, je dirais la génération Z, tu lui dis: «Bah, en fait, tu fais un chèque et tu remplis pour pouvoir envoyer», en fait, bah, je le fais pas, ça sert à rien. Pourquoi c'est pas, totalement digitalisé, quoi? C'est vrai qu'il y a vraiment un écart qui s'est fait, mais très Exactement. rapidement, je trouve. Enfin, en tout cas, il y a eu un élan total sur la digitalisation. Ah, il y a eu un bond, hein, et la mise en place, du contrat est tout aussi importante que le contrat Mmh. lui-même. C'est assez fou, mais tu disais très justement, un jeune qui, ne peut pas faire comme il veut, et ne peut pas aller sur internet pour, prendre son contrat, alors même que le contrat est mieux que celui d'à côté, il ira Ouais. parce que le canal, de souscription est
hyper important. Mais ça peut être aussi sur le canal de SAV, et cetera, et cetera. Mais aujourd'hui, il y a encore des mutuelles qui fonctionnent avec des chèques, avec du papier, avec des signatures papier, et cetera, et cetera. Moi, je n'ai même plus de chèque. Mon compte en banque, Boursorama, ne me donne pas de chèque. Et je paye avec mon téléphone. Donc là, il y a des bonds de géants à faire pour certains et il faut y aller parce que sinon, ils vont être obligés de se rapprocher, de s'acoquiner avec quelqu'un d'autre et pas par choix, par obligation. Ouais, ce sera pas une volonté, ouais. Parce que non, le côté législatif, ils auraient très bien pu l'absorber s'ils avaient su créer de la valeur ailleurs. C'est pas une excuse de dire, il y a du législatif, donc je peux plus faire autrement. S'ils avaient créé une vraie valeur ajoutée ailleurs, en plus de ce trésor de guerre, ils auraient pu l'absorber, largement, sans aucun problème. Et nous, on les aide, justement à ça, c'est à créer quelque chose. Alors là, un peu de lecture ou de podcast, mais si tu as des recommandations à me donner, ça serait quoi? De bouquins, de podcasts, Ah, là, je viens de finir, Journal d'un CEO de Steven Bartlett. J'ai adoré. Je connaissais pas, mais pourtant il est très connu, après je m'en suis rendu compte après. Et j'ai trouvé qu'il utilise des anecdotes, il est très pédagogue, et j'en ai tiré quand même beaucoup de choses. Tout n'est pas forcément, à prendre au pied de la lettre, hein, mais il donne 33 leçons mais dans chacune des leçons, j'ai su tirer quelque chose et prendre des choses intéressantes. J'ai bien aimé, je te recommande. écoute, ça va être sur ma table de chevet. Et pour finir, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus pour les années à venir pour Babylon Consulting? Moi, ce qui m'enthousiasme le plus, c'est tout ce qu'on est en train de construire à l'intersection entre le conseil, la tech et l'humain. C'est totalement novateur. On est encore au tout début de ce qu'on est en capacité de faire. J'ai encore 1000 idées. On a fait 1% de ce qu'on avait imaginé, au départ. Mais par contre, maintenant, on a des bases solides. On a 32 clients, on a un gros chiffre d'affaires, donc on est très légitime, sur le marché et on va pouvoir, mettre, tout ça en œuvre et c'est ce qui me motive au quotidien. C'est, tous ces défis, enfin, se renouveler, il y aura plein de choses nouvelles à faire. On n'est pas encore du tout dans un train-train, quotidien. J'espère qu'on le sera jamais d'ailleurs. Et pour finir, tu me recommandes qui comme invité pour un prochain épisode? Un défi, ce serait que tu arrives à inviter, Pascal Demurger. Je pense que, tu vois, le directeur général de la Maïf, si tu le fais bien, tu y arriveras, je peux t'aider. C'est quand même un type qui est à la tête de la Maïf depuis 2009. Donc déjà, en soi, pour gérer une telle boîte depuis tant d'années, je trouve que c'est un vrai challenge. Et en plus de ça, il est reconnu pour, son engagement, en faveur des entreprises à mission. Il milite, beaucoup, par rapport à ça et je pense que c'est réel. Il y en a beaucoup, on parle de greenwashing, on peut parler aussi de green mission entreprise et il met aussi en avant un capitalisme responsable. Malgré tout ça, Maïf continue à faire des résultats exceptionnels, hyper intéressants, tout en intégrant ces valeurs-là. Je pense que c'est un type, moi je voudrais bien échanger avec lui en tout cas. On a beaucoup de choses à apprendre. Je me le note et je vais tenter. Essaye. Non, mais il faut se fixer des objectifs, élevés, Antoine. Tu vas y arriver. Écoute, vraiment, merci beaucoup pour cet échange. J'ai vraiment très apprécié. C'était très large, Ouais, c'était super, merci à et toi. en tout cas, merci d'avoir partagé ton parcours, ta vision, du freelance et puis aussi, tout ce qui est lancement, entrepreneuriat et cetera. J'ai vraiment apprécié l'échange. Non, merci beaucoup Antoine, c'était très sympa. J'adore ton podcast. J'espère que tu vas devenir le podcasteur de l'année. Non, c'est vraiment super. Continue comme ça, c'est très pertinent en tout cas. C'est très chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Salut. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Pour me donner de la force, mets 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée et partage à ton entourage. Moi, je vous dis très bientôt dans un prochain épisode d'Assurance en Police.